Alors, on va plonger dans une histoire qui ressemble à un vrai thriller, mais qui est pourtant bien réelle. Imaginez un peu, on est au tout début d'Internet, et un petit groupe de hackers, qui fait ça plus pour le frisson que pour autre chose, se retrouve embarqué malgré lui dans une énorme affaire d'espionnage en pleine guerre froide. C'est une histoire de cyberespionnage absolument fascinante. Pour bien piger ce qui va suivre, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est la guerre froide. Mais un nouveau front vient de s'ouvrir, un champ de bataille totalement invisible et silencieux, le cyberespace. Oubliez les missiles. La nouvelle guerre entre les États-Unis et l'URSS, elle se joue avec des lignes de code. Et cette explosion, c'est un des premiers coups portés. Et là, on a deux mondes qui n'ont absolument rien à voir, mais qui vont se percuter de plein fouet. D'un côté, on a les agences de renseignement, la CIA, le KGB. C'est carré, financé par les États, avec des enjeux géopolitiques énormes. Et de l'autre, on a les hackers d'Halloween de l'Ouest. Eux, c'est tout l'inverse. C'est le chaos, la rébellion, ils font ça pour le fun, pour l'adrénaline. Et voilà la question centrale de toute cette histoire. Comment est-ce qu'une anomalie comptable de rien du tout, 75 petits centimes, a pu mettre en branle une réaction en chaîne qui va mener à la chute d'un réseau d'espions et à la mort très, très étrange d'un hacker? C'est ce qu'on va démêler. Bon, alors notre histoire nous emmène en Allemagne de l'Ouest. On est au cœur d'un milieu un peu underground, très effervescent, où des jeunes passionnés d'informatique voient le piratage comme un acte de rébellion, pas vraiment comme un crime. Et voici nos personnages principaux. Une bande de jeunes hackers, des petits génies de l'informatique, mais un peu paumés. Leur grand rêve, c'est de faire un coup aussi énorme que leurs idoles du Chaos Computer Club, qui avaient réussi à pirater une banque. Ils cherchent leur propre exploit. Au départ, franchement, ils font ça pour le défi technique, pour la gloire. Ils s'attaquent à tout ce qui bouge, des facs aux bases de l'armée américaine. Le problème, c'est que ça ne rapporte pas un sou. Ils sont complètement fauchés. Et c'est justement ce manque d'argent qui va leur ouvrir une porte bien plus dangereuse. C'est à ce moment-là que tout bascule. Leur petit jeu d'adolescent, eh bien, ça va devenir une profession. Et une profession mortelle. Un nouveau personnage entre en scène. Un certain Peter Carl. Lui aussi, il a besoin de fric, et il a une idée lumineuse. Il réalise que le savoir-faire de ces hackers, ça vaut de l'or pour le bloc de l'Est, qui est à l'époque complètement isolé à cause des embargos technologiques. Et alors là, attention, voilà comment le groupe justifie ce qu'il fait. Ils se disent qu'en vendant des secrets technologiques aux soviétiques, ils rééquilibrent les forces, et en fait, ils travaillent pour la paix dans le monde. C'est une façon un peu tordée de se donner bonne conscience, mais ça arrange tout le monde. Là, on est carrément dans un film d'espionnage. Il faut imaginer la scène, le stress. Peter Carl qui passe le checkpoint Charlie à Berlin, la peur au ventre, avec des disquettes pleines de données volées. Son rendez-vous, c'est dans une mission commerciale soviétique, qui est une couverture bien connue du KGB. Et ça marche, le plan fonctionne à merveille. Peter Carl revient, non seulement en un seul morceau, mais avec une grosse enveloppe remplie de cash. À partir de là, ce n'est plus du tout un jeu, la dimension a changé. L'affaire devient un vrai business. Le KGB leur fournit littéralement une liste de courses, avec les prix pour chaque article. Un bout de code par-ci, un compilateur par-là. Leur petit jeu de hacker est devenu un service d'espionnage à la demande. Mais pendant que nos hackers en Allemagne célèbrent et flambent leur argent, à des milliers de kilomètres de là, en Californie, un astronome remarque un tout petit truc qui cloche dans ses comptes. Et ce type, c'est Clifford Stoll. Un personnage un peu excentrique, un astronome reconverti en administrateur système dans un labo à Berkeley, et en fouillant dans ses fichiers, il tombe sur une erreur de facturation minuscule. 75 centimes. Rien du tout. Et ce qui est fou, c'est que Stoll, il est tout seul. Le FBI, la CIA, personne ne le prend au sérieux. Alors il va se débrouiller, remonter la piste méthodiquement, et il va finir par monter un piège numérique super ingénieux pour attraper cet intrus qui semble être un fantôme. Stoll a donc réussi à localiser la source de l'attaque. Mais au même moment, en Allemagne, le groupe de hackers, lui, est en train de partir complètement en vrille. L'ambiance est devenue catastrophique, drogue, paranoïa, conflit pour l'argent, c'est la débandade. La pression monte d'un cran. Des journalistes qui enquêtent sur des rumeurs d'espionnage tombent sur Karl Koch, qui est de plus en plus paranoïaque et accro. Et là, c'est l'erreur fatale. Il accepte de leur faire une démonstration de ses talents. Il pirate une base de données du Pentagone. Et tout est filmé. Et à partir de là, c'est une succession de gaffes monumentales, un enchaînement de malchance incroyable qui va tout faire capoter. C'en est presque comique. Les journalistes qui oublient de payer leur casier de gare. Résultat, la police met la main sur toutes les preuves sans même avoir à chercher. Un vrai cadeau. Et donc, le 2 mars 1989, c'est la vague d'arrestations. Tout le monde tombe.
Fin de l'histoire, rideau. La première grande affaire de cyberespionnage international est officiellement bouclée. Enfin, c'est ce qu'on pourrait croire. Parce que l'arrestation, ce n'est pas du tout la fin. Pour Karl Koch, le plus instable de la bande, le pire est encore à venir. C'est même là que ça devient vraiment sombre. Koch a tout balancé, il espérait s'en tirer avec une amnistie, mais pas du tout. Au lieu de ça, il devient une sorte de marionnette pour les services secrets allemands. Et pour couronner le tout, il se retrouve à bosser au siège d'un parti politique qui est, à ce moment-là, en plein cœur d'un énorme scandale de vandalisme. Et puis, un jour, il disparaît. On retrouve son corps 9 jours plus tard dans une forêt. La scène est glaçante. Le corps est calciné, presque impossible à identifier. Et il se trouve au milieu d'un cercle de terre brûlée absolument parfait. Mais le plus étrange, c'est que l'herbe tout autour est très sèche, mais elle n'a pas pris feu du tout. Alors la question qui reste posée, plus de 30 ans après, c'est suicide, accident ou meurtre? La version officielle de la police a conclu au suicide. Mais disons que très peu de gens y croient vraiment. Et toutes ces questions, elles restent en suspens. Comment le feu a-t-il pu s'arrêter comme par magie? Sa mort est-elle liée au scandale politique dans lequel il baignait? A-t-il été fait taire par une agence de l'Est ou de l'Ouest? Ou est-ce que sa propre paranoïa l'a simplement consumé? Finalement, cette histoire, c'est bien l'un des premiers épisodes de la cyberguerre, mais c'est surtout le drame d'un gamin de génie qui a été broyé par un jeu beaucoup trop grand pour lui.